Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver sur Cherif la télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Les titres. À l'école de la gendarmerie nationale, les forces de sécurité renforcent leurs capacités sur les techniques de remplissage et d'acheminement des fiches BAC. Ce mercredi 10 juin 2020 est célébrée la journée internationale anti-contrefaçon à travers le monde. Cette journée a pour objectif principal la sensibilisation du grand public face aux conséquences de la contrefaçon. Une fois de plus, merci pour votre constante fidélité. Une grande opération portant sur 110 millions de francs CFA aurait été enclenchée en vue de faire face au paiement de la dette intérieure au Mali. Cette mesure en phase d'exécution intervient à la suite de l'adresse à la nation du chef du gouvernement malien le mois de mai dernier au sujet de l'appurement de la dette intérieure. Les commentaires est signé Amadou Diara. Dans sa déclaration datée du 9 mai dernier, le Premier ministre Dr Boubou Cissé, ministre de l'économie et des finances, a laissé entendre que l'appurement de la dette intérieure dont le montant s'élève à plus de 110 milliards de nos francs commencera à partir de la semaine prochaine. Les mandats de 2019 s'élevant à un peu moins de 66 milliards de francs CFA contre près de 45 milliards pour ceux admis du 1er janvier au 30 avril 2020. Fin de citation. Quasiment un mois après, les responsables du ministère de l'économie et des finances confirment à l'hebdomadaire économique les secrets bancaires, le démarrage de l'appurement de la dette intérieure. Du côté de l'association des fournisseurs et opérateurs du Mali, on confirme le démarrage des paiements, mais ses membres restent sur le pied de guerre et ont même pris part au grand rassemblement de contestation du 5 juin dernier. L'association des fournisseurs et opérateurs du Mali, contactée par les secrets bancaires, reconnaît d'une part que certains ont été payés, dénotant toutefois que les opérations de paiement ont bel et bien commencé. Les responsables de cette association indique par ailleurs que beaucoup d'autres sont loin de recevoir leur argent. Dossier donc à suivre dans nos éditions prochaines. Renforcement des capacités des forces de sécurité sur les techniques de remplissage et d'acheminement des fiches BAC. Le lancement de cette formation a eu lieu ce mercredi 10 juin à l'école de la gendarmerie nationale 6 à Faladje. Le point avec Al-Amidou Badini et Abdoulaye Sokodougou. La fiche BAC est un important outil de travail de l'Agence nationale de la sécurité routière. Elle favorise la collecte de données fiables en cas d'accident, d'où cette formation avec les acteurs clés intervenant dans ce domaine. Cette série de formations est une initiative de l'ANASER en synergie avec le ministère des Transports et de la Mobilité urbaine et le département en charge de la protection civile. La fiche BAC est un outil très important pour l'ANASER. C'est l'outil qui nous permet de collecter les informations, qui nous permet au final d'avoir des statistiques fiables. Donc le remplissage de cette fiche est très important parce que toutes les cases doivent être cochées. Et pour ça, il faut que les gens comprennent, les agents qui sont sur le terrain, qui verbalisent, qui constatent les accidents plutôt, doivent connaître justement comment remplir cette fiche-là, s'approprier toutes les techniques pour non seulement le remplir, mais surtout bien le remplir. Parce qu'en fait, quand on ne remplit pas bien, on ne peut pas utiliser les données qui sont transmises après à l'ANASER. Donc la fiche, elle est importante, c'est ce qui nous permet d'avoir des statistiques en fin d'année. Le message que je voudrais donner aux participants, c'est vraiment d'être attentif à tout ce qui sera dit dans le cadre de cette formation et aussi à poser les questions si nécessaire, parce que c'est vrai que parfois les formateurs qui sont déjà qui connaissent déjà la technique peuvent penser qu'une explication approximative suffirait pour justement voilà, former les agents. Donc il ne faudrait pas, toutes les questions sont bonnes. Quand on ne connaît pas, il faut poser la question et pour mieux, en tout cas, apprécier la formation, pour mieux apprendre ce qui est enseigné. Une formation qui vient à point nommé, dira le sous-directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale. Sa maîtrise permettra de collecter convenablement les données en cas d'accident et d'établir des statistiques fiables et concordantes au niveau des structures concernées. En effet, les forces de sécurité qui sont chargées de l'application de la réglementation en matière de la sécurité routière renseignent les fiches BAC en cas d'accident de la route.
Ces fiches qui doivent nous proposer des statistiques fiables d'accidents de la route sont souvent remplies de manière approximative, ce qui rend difficile leur interprétation. Vous comprendrez que cette formation vient à point nommé. Elle permettra aux 7 instructeurs de renforcer la capacité pour une meilleure transmission des techniques aux élèves gendarmes. Quant aux 8 agents venus des brigades territoriales de Bamako, cette mise à niveau leur permettra non seulement d'être efficaces dans le remplissage de l'enseignement des fiches BAC, mais aussi de transmettre ces techniques à leurs collègues qui n'ont pas pu effectuer de déplacement aujourd'hui. Cette formation va s'étendre aux brigades territoriales sur le territoire national. À l'entame de la cérémonie, une minute de silence a été observée à la mémoire du gouverneur de Ségou, récemment rappelé à Dieu. Une photo de famille sanctionne le lancement de cette formation de renforcement des capacités. Ce mercredi 10 juin 2020 est célébrée la journée internationale anti-contrefaçon à travers le monde. Cette journée a pour objectif principal la sensibilisation du grand public face aux conséquences de la contrefaçon. À cette occasion, une de nos équipes de reportage a rencontré certains professionnels évoluant dans le domaine de la santé et de l'électronique pour en savoir davantage sur les conséquences liées à la contrefaçon. Amadou Diallo, Draman Mali. À l'occasion de la journée mondiale anti-contrefaçon, les professionnels des différents secteurs de développement alertent sur la nécessité d'asseoir une politique générale de lutte contre ces fléaux qui freinent le développement économique de notre pays dans le concert des nations. Ces pratiques constituent un manque à gagner considérable pour les professionnels. Vous voulez toucher aujourd'hui à un sujet très important, la contrefaçon. Contrefaçon, ça existe dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Dans notre secteur, effectivement, ça fait beaucoup de dégâts. Dans d'autres secteurs, ça a des conséquences, mais pas comme la pharmacie, pas comme les médicaments. Par exemple, vous pouvez payer une chimie de contrefaçon, ça va peut-être pas durer, mais ça ne va pas vous quand même toucher à votre santé. Vous pouvez prendre des véhicules ou bien d'autres choses de contrefaçon que vous pouvez utiliser, vous allez peut-être perdre de l'argent. Mais pour le médicament, en prenant des médicaments de contrefaçon, non seulement vous ne serez pas guéri, ça peut vous amener d'autres choses. Ça peut même vous tuer. Vous payez un médicament pour vous soigner, mais au contraire, ça ne va pas vous soigner, ça va vous amener d'autres dégâts. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est très important, qui cause malheureusement beaucoup de dégâts dans notre pays, surtout dans les secteurs pharmaceutiques. Et ces médicaments de contrefaçon, on les retrouve surtout au marché. Dans le secteur pharmaceutique, des mesures sont prises pour contrer ces fléaux, mais elles demeurent insuffisantes selon l'ancien président de l'Ordre des pharmaciens du Mali. Je sais en tant qu'ancien président et puis en tant que pharmacien que l'Ordre des pharmaciens vraiment travaille énormément dans ce sens. Mais l'Ordre des pharmaciens, les pharmaciens n'ont pas vocation à aller régler ce qui se passe dans la rue. Donc vraiment nous lançons un appel à nos autorités pour essayer de lutter contre contrefaçon, en tout cas des médicaments contrefaits. Là, il ne s'agit pas c'est pas une question d'argent. Il ne s'agit pas surtout de protéger ni un pharmacien, ni une profession, mais il s'agit de sauver la vie de la population malienne. On ne peut pas aussi dire à la population de ne pas payer des faux médicaments s'il n'y a pas de bons médicaments. Et sur ce plan, je crois que vous-même vous êtes témoin, l'Ordre des pharmaciens et tous les bureaux actuels, ils ont implanté les pharmacies partout. Sortez à Bamako, tous les jours vous allez voir une nouvelle pharmacie. Partez dans les régions, partez même dans les arrondissements, même dans les gros villages. Les pharmaciens nés à Bamako, grandis à Bamako sont partis s'installer pour servir la population avec des bons médicaments. Donc vraiment, les contrefaçons, en tout cas les médicaments contrefaits, n'ont pas leur place aujourd'hui au Mali. Il y a suffisamment de bons médicaments et très bien distribués, tout le monde est servi. Le secteur électronique est aussi victime de cette pratique, au dire du président des commerçants détaillants du cercle de Kati. Ça nous rend vraiment très difficile de gérer le marché, et surtout dans les produits pharmaceutiques, les produits électroniques. C'est un fléau qui a touché tous les secteurs et ça complique beaucoup l'amélioration du marché. Et nous lançons un appel vif à tous bons citoyens de faire de ce combat un combat commun, car ça nous concerne tous.
on a une autorité qui doit faire tout, de veiller. Car ils sont impliqués. Ils sont impliqués parce que c'est eux qui sont en réalité à la frontière. C'est eux qui doivent protéger leur nation. Ils ne sont pas fabriqués ici. C'est des produits qui sont importés. Et comment ils font? Ils traversent les frontières. Et ces frontières-là, ils sont surveillés par qui? Par une autorité. Et ces autorités-là, on les appelle de garder la vigilance. De garder la vigilance, car aujourd'hui, la population souffre et la population en fait le frais par rapport à ça. On peut même prendre un exemple sur les médicaments pharmaceutiques. On sait qu'aujourd'hui, les pharmacies parallèles sont partout. Il y a même des pharmacies dans les sacs. Il y a des pharmacies aujourd'hui qui se promènent sur la tête et qui fait que vraiment, on ne peut pas en citer tout, etc., etc. On demande réellement à nos autorités de prendre leurs responsabilités. La responsabilité de l'État est donc engagée pour trouver une solution rapide en vue de freiner ce fléau qui constitue une menace pour notre économie. La pandémie de la maladie du Covid-19 qui fait l'objet d'intenses recherches médicales à l'échelle mondiale continue de faire des ravages sur son passage. Dès son apparition à ces jours, plusieurs mesures sanitaires ont été édictées par les autorités pour réduire le risque de contamination qui s'est fait par plusieurs voies. C'est dans cette optique que la rédaction de Chérifla TV s'est intéressée à un des potentiels facteurs de transmission, à savoir les billets de banque et jetons d'argent. Suivons les propos recueillis par Abdulkarim Sako avec Noum Kouni. Pour ce qui est des facteurs de transmission, nous savons qu'ils sont assez nombreux. Parmi ces facteurs, il y a bien évidemment les échanges monétaires, des pièces, des billets de banque, etc. Raison pour laquelle vous n'étiez pas étonné de voir au plus fort de cette épidémie, certaines institutions bancaires avaient en tout cas mis en place des mesures barrières telles que promouvoir les transactions au niveau des guichets automatiques, juste pour éviter le contact. Cela s'est passé au Mali, cela s'est passé dans beaucoup de pays. Donc, c'est vous dire que les facteurs de transmission de cette maladie ou de contamination de cette maladie sont aussi ce que nous savons et ce que nous ignorons parfois. Parce que nous allons dire que peut-être prendre de l'argent avec quelqu'un ou remettre de l'argent avec quelqu'un, c'est tellement normal, c'est tellement dans notre quotidien que nous ne considérons pas cela comme étant un facteur de risque. Or, c'en est un. C'est pour vous dire que, puisque c'est des petits gestes auxquels nous sommes tellement habitués au quotidien, il faut souvent peut-être vivre avec. On ne peut pas systématiquement les enlever de ce que nous faisons tous les jours, mais en revanche, nous pouvons aussi promouvoir d'autres pratiques qui peuvent nous mettre un peu à l'abri de contamination. Il s'agit notamment de se laver régulièrement les mains au savon, d'éviter de toucher un peu à des organes tels que la langue, tels que la bouche, les yeux, etc., etc. Donc, ça veut dire que si on ne peut pas empêcher ces petits facteurs de risque, qui sont vraiment des facteurs à ne pas négliger, il faut en revanche, en tout cas, chaque fois que de besoin, se laver régulièrement les mains au savon avec de l'eau propre. Le conseil que moi je vais donner, c'est appeler tout le monde à respecter les mesures barrières. Le virus ne connaît ni de sexe, ni de couleur de peau, ni de langue. C'est pour dire que ce n'est pas un virus pour X et Y est épargné. Ce n'est pas un virus pour, en tout cas, des hommes ou que des femmes. Non. Le virus là, il est là contre tout le monde. Et pour pouvoir gagner la bataille contre ce affreux virus, il faut une synergie d'action.
Le commentaire de l'actualité hors de nos frontières, c'est tout de suite en bref et en image avec Amadou Diarra. Tout d'abord, chez nous au Mali, le nouveau président de l'Assemblée nationale multiplie les rencontres depuis son élection à la tête de l'institution. Après une rencontre avec les forces vives de la nation, les syndicats d'enseignants, les organisations religieuses, celles de la société civile, les partis politiques et les légitimités politiques, il projette bientôt d'amorcer une tournée au centre du pays pour rencontrer les communautés et les différents groupes armés. Il mettra ensuite le cap sur Nioro du Sahel pour se présenter au shérif Bouye Aïdara, lui exposer ses priorités et demander sa bénédiction, nous a-t-on dit. À la question de savoir son ressentiment sur les manifestations du 5 juin dernier, Moussa Tembine aurait confié à ses proches qu'il veut être jugé après le travail et pas avant, car il vient d'arriver et que c'est injuste de prédire son résultat. Son périple devrait normalement se terminer par le nord, notamment dans les villes de Tombouctou, Gao et de Kidal. Chez nos voisins du pays de la Teranga, une déclaration a été signée par quelques 80 organisations de la société civile et des personnalités, dont des intellectuels, des responsables religieux et des syndicats ou des médias pour rendre hommage à George Floyd et dénoncer les violences racistes. Un rassemblement en petit comité s'est tenu le 9 juin en fin de journée à Dakar, la capitale. Ils sont une cinquantaine, certains le bras levé sur le site du mémorial de Gorée, lieu symbolique, rappelle un des participants. Il affirme ensuite, je cite, « Le Sénégal a été un camp de concentration d'esclaves et à partir de Gorée, ils allaient aux Amériques. Cela doit nous motiver davantage pour qu'on puisse occuper notre place. » Fin de citation. Peu de monde était en revanche présent pour cet hommage à Dakar. Certains évoquent la situation de pandémie et l'interdiction des rassemblements. Beaucoup s'interrogent notamment sur le silence de la majorité des chefs d'État africains. Une délégation doit apporter le message du collectif ce mercredi 10 juin à l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Sénégal. Toujours au Sénégal, le procès de l'ancien patron de l'IEA et 5 autres prévenus s'est ouvert ce lundi matin devant le tribunal correctionnel de Paris. L'ex-président de la Fédération internationale d'athlétisme est soupçonné d'avoir mis en place un système de corruption de grande ampleur au début des années 2010. En toile de fond, le dopage à grande échelle en Russie, un scandale que l'ancien dirigeant sportif sénégalais aurait aidé à couvrir. La protection d'une vingtaine d'athlètes du pays de Poutine en échange de juteux pots de vin. Et direction à présent le pays le plus peuplé d'Afrique. Les combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ont tué mardi 9 juin au moins 59 personnes lors d'une attaque contre un village d'éleveurs dans le nord-est du Nigeria. Les assaillants ont attaqué le village de Felo dans le district de Gibio, État de Borno, faisant au moins 59 morts parmi les habitants selon le chef de la milice anti-djihadiste dont le bilan a été confirmé par un autre milicien et un chef local. Actualité hexagonale à présent, un projet de loi pour une sortie progressive de l'état d'urgence sanitaire en vigueur en France depuis le 24 mars dernier et jusqu'au 10 juillet devrait normalement être présenté ce mercredi par le gouvernement français. L'objectif du 10 juillet est confirmé donc. Le gouvernement français souhaite mettre fin à cette date à l'état d'urgence sanitaire mis en place le 24 mars pour lutter contre le nouveau coronavirus. Matillon a expliqué cette décision mardi 9 juin en insistant sur l'évolution à ce stade positive de la situation sanitaire. Et enfin, la Chine s'est engagée à renforcer la coopération internationale dans les futurs essais cliniques de vaccins contre le Covid-19. Le pays fera de son vaccin contre l'épidémie un bien public mondial selon le ministre chinois des Sciences et Technologies. Le développement de ce vaccin doit selon lui se focaliser sur 3 points. Lorsqu'un vaccin chinois sera prêt après la recherche, le développement et les tests cliniques. Nous mettrons en œuvre l'engagement pris par le président chinois Xi Jinping lors de la 73e Assemblée mondiale de la santé en fournissant le vaccin au monde en tant que bien public mondial. Fin de citation. C'est donc ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Chérif la télévision et à demain, Inch'Allah.